Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Green Dean, le talk vert pour les pros, l'émission qui met en lumière les acteurs engagés dans la transition écologique sur notre territoire. Ce programme est soutenu, comme toujours, par le Fonds social européen dans le cadre du Fonds de transition juste. Aujourd'hui, je vous propose une immersion dans les métiers de la transition énergétique aux côtés d'un acteur incontournable, EDF. On accueille aujourd'hui Jean-Paul Romet, délégué emploi RSE EDF PACA. Bonjour Jean-Paul, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonjour Célia, et puis merci à l'Association régionale des missions locales pour cette superbe invitation. Merci beaucoup et à la mission locale Est-Étang-de-Berne de nous accueillir dans son beau studio. Vous avez vu, j'ai pas le même décor que d'habitude. Merci à l'équipe technique qui est cachée derrière. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, EDF est un nom qui est connu de tous, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas l'entièreté de vos activités, ni votre rôle prépondérant dans la transition écologique. Jean-Paul, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise ? Oui, alors il faut savoir déjà que EDF est le deuxième employeur privé de la région. Alors je vais peut-être donner quelques chiffres, effectivement. On a 9000 salariés. Alors on verra, c'est 9000 salariés dans une trentaine d'entités, donc dans des métiers très diversifiés, comme par exemple... Ça peut être l'hydraulique, on y reviendra après, ça peut être EDF Power Solutions, le nucléaire, l'hydraulique, les métiers de la transition, d'autres métiers de la transition énergétique comme Dalca en tant que tel, Enedis, RTE. Donc effectivement, de nombreux métiers, plus de 230 métiers. En alternance, c'est à peu près 560 alternances sur l'ensemble du périmètre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont 30% d'ailleurs sont issus soit des quartiers prioritaires de la ville, soit des zones de revitalisation rurale qui montrent bien notre engagement sociétal dans ce domaine. Donc 230 métiers, c'est très, très important. Et vu que l'émission est quand même tournée autour de la transition juste des métiers verts, je citerai juste EDF Hydraulique, qui est la première énergie renouvelable. On y reviendra un petit peu plus tard sur le territoire, avec environ en fait 500 salariés sur notre beau territoire. EDF Power Solutions, on verra des super réalisations en cours, c'est à peu près 40 salariés. Et également, sans oublier EDF Solutions Solaires, effectivement, à peu près 100 salariés sur notre territoire. D'accord, bon, on a plein de choses à explorer alors du coup. Et toi, quel est ton rôle au sein d'EDF ? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel ? Oui, alors pour ma part, je travaille à la direction, une petite direction qui s'appelle la direction à l'action régionale, qui a pour mission d'animer, de coordonner les différentes entités du métier en région et de faire le lien également avec l'externe. Donc ma partie, moi, c'est le domaine emploi, compétences, recrutement, également RSE. Donc on en appuie de tous les métiers sur ces sujets. Et donc, on est en relation, il y a toute la partie partenariat sur laquelle on reviendra un peu plus tard. On travaille aussi bien avec le monde de l'éducation, les collèges, les lycées, l'enseignement supérieur, les universités, les écoles d'ingénieurs et bien sûr le monde de l'emploi, France Travail, Mission Locale et bien d'autres acteurs. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, c'est un rôle d'animation, de coordination, effectivement, sur ce sujet. D'accord. Bon, bah, comme ça, on sait un petit peu tous les sujets qu'on va pouvoir explorer. EDF a des ambitions, des valeurs. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors peut-être un point que j'avais oublié d'évoquer juste avant, c'était peut-être mon parcours, non ? Tu n'avais pas prévu d'évoquer le parcours ? Oui, tout à fait, si, alors, c'est vrai. Quelques mots sur le parcours. Donc pour ma part, je suis normand. Voilà, 2 enfants, mariés. Assez rapidement après mes études, alors ça s'appelait pas comme ça, mais mon école finalement s'appelle maintenant Polytech. Oui. Angers, voilà, c'était une autre école à l'époque, c'est passé par l'université, etc. Et donc mon premier job, en fait, à la fin de mes études, j'ai été embauché chez IBM à Montpellier, où j'ai rencontré d'ailleurs ma femme à cette occasion. Et en fait, j'étais un peu en avance dans le temps. En fait, je m'occupais du big data en quelque sorte. Je faisais des grosses études de corrélation avec plein de données dans tous les sens. D'accord. J'ai fait ça à peu près pendant 2 ans. Et en fait, comme quoi les stages sont importants, j'avais fait un stage qui m'avait passionné chez Philips. Et donc, ils m'ont recontacté quelques temps après. Et donc, j'ai été embauché chez Philips, dans la partie Philips Lighting, fabrication de lampes, de luminaires, dans l'Est de la France, à Pont-à-Mousson. Donc, j'étais sur plusieurs usines après, donc sur des métiers ingénieur en conception, en production. J'étais directeur qualité d'usine, directeur qualité de plusieurs usines. Et ensuite, embauché dans l'Est, toujours chez EDF, sur des métiers également qui touchaient un peu le domaine qualité. J'avais fini par ce domaine-là effectivement chez Philips. Directeur relations clients de centre d'appel sur le marché d'affaires. Assez rapidement après, DRH en région Méditerranée. Et puis effectivement, directeur délégué effectivement emploi pour notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. D'accord, donc d'abord plutôt le côté technique des métiers pour ensuite venir sur quelque chose qui relève plus de l'animation globale, donc DRH, et puis aujourd'hui sur la dimension qualité, RSE, et puis emploi, et qui nous concerne pleinement aujourd'hui, et c'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. Alors,
on revient sur la question, mais c'est vrai que si je vais pas au bout des réponses des questions que je pose, on va pas y arriver. En termes de valeur, d'ambition, qu'est-ce qu'on peut dire d'EDF ? Alors, c'est peut-être l'occasion pour moi, effectivement, de rappeler la raison d'être du groupe EDF. Je me permets de la lire parce que c'est important de la dire de manière très juste. En fait, elle a été co-construite avec nos parties prenantes, avec nos salariés. Elle a du sens. Elle a du sens pour nos salariés, elle a du sens pour nos parties prenantes, mais également pour nos futurs recrues, on va dire, les nouveaux talents qu'on recrutera. Et donc, la raison d'être, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et des services innovants. Donc voilà, c'est des choses très importantes. Je crois que la préservation de la planète, c'est important. Diminuer notre empreinte carbone, c'est une des ambitions qu'ont beaucoup d'entreprises, mais EDF, effectivement, est vraiment en avance sur ce sujet-là. Et puis, bien sûr, on est là aussi pour le bien-être de nos salariés, puis également pour développer des nouvelles offres. Notre produit, c'est l'électricité, donc on travaille sur, bien sûr, tout un tas d'offres innovantes pour aider nos clients, par exemple, à se décarboner. D'accord. Bon, en effet, pleinement dans les sujets qu'on aborde aujourd'hui. Et est-ce que, donc en termes de valeur, finalement, on est à la fois sur le bien-être des salariés, à la fois sur l'impact de l'entreprise, de son activité sur ses territoires, etc. Alors, je peux peut-être rappeler quand même les valeurs qui ont été réaffirmées par notre nouveau PDG. Bernard Fontana. Donc, en fait, on retrouve la santé-sécurité. Je crois qu'il n'y a rien qui ne peut démarrer si on n'assure pas la santé et la sécurité de nos salariés, le bien-être de nos salariés. Le professionnalisme, c'est important dans nos métiers, dans tous les métiers, quels qu'ils soient, effectivement, d'être sur ce thème-là. La performance. L'engagement des salariés, mais l'engagement à tous les niveaux. Et puis, bien sûr, sans oublier l'ouverture vers les autres. Et c'est important si on veut être une entreprise responsable et performante. De belles valeurs qui peuvent donner envie de vous rejoindre. Tout à fait. Ok. Et donc, on parlait tout à l'heure des différents types d'activités qui composent EDF. Nous, ce qui va nous intéresser dans le cadre de la transition juste, ça va être l'hydraulique, le solaire, l'éolien en mer. Quel est l'impact de ces activités sur l'environnement ? Quels sont les territoires sur lesquels vous êtes implantés ? Alors, je peux peut-être commencer par l'hydraulique. Alors, il faut avoir en tête qu'effectivement, c'est la première énergie renouvelable en France, même plus, mais également dans notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En fait, si je prends l'exemple de la chaîne hydraulique autour de la Durance-Verdon, il faut avoir en tête qu'on est en mesure, grâce en fait à cette chaîne, de produire de l'énergie. Donc, on produit déjà 31% ou 30% de l'ensemble des énergies produites sur notre région. C'est important. On alimente plus de 2 millions de clients en tant que tel. Donc on voit que c'est un ouvrage à forte résonance et très impactante. C'est également une opportunité pour l'ensemble de l'écosystème de profiter de l'eau, parce qu'en fait on gère l'eau en quelque sorte. Donc à la fois on produit, je crois, chaque année, en tout cas c'est 1,8 milliard, je crois, de mètres cubes. Donc ça permet d'alimenter également les terres agricoles, ça permet d'alimenter en eau potable, et on est aussi donc gestionnaire de ce domaine, par exemple, y compris sur l'aspect touristique. Si on prend le lac de Serponçon, il faut gérer l'ouvrage, il faut gérer également l'ensemble de l'impact sur la population. Donc ça, c'est vraiment le premier métier important. C'est à peu près effectivement 500 salariés sur ce périmètre-là en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des beaux métiers. On reviendra un petit peu plus tard sur les besoins que l'on a sur ce beau métier. Oui. Autre effectivement acteur important, c'est alors on disait EDF Renouvelable, maintenant on dit EDF Power Solutions. Alors je pense qu'il développe bien sûr tout un tas d'activités sur le solaire et bien sûr l'éolien, et peut-être un ouvrage qui me semble en fait qui commence à être connu sur le territoire, qui est également une innovation quasiment mondiale. En fait, c'est le projet Provence Grand Large qui a permis de voir naître 3 éoliennes, pas très loin de Port-Saint-Louis en tant que tel, et toute l'innovation autour d'avoir des éoliennes qui sont en fait à technologie flottante. En fait, tous ces dispositifs, ce que l'on met en place, bien souvent, tout le monde est d'accord, mais sauf qu'on n'aime pas trop que ça se passe à côté de chez nous. Si on cherche à développer des éoliennes sur le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est quasiment mission impossible sur Terre. J'en doute Même pas. sur mer, parce que c'est ancré, en fait, on les voit bien. Oui. Superbe solution qui a été trouvée, et avec beaucoup de potentiel derrière, c'est effectivement d'avoir mis ces éoliennes. Le fait qu'elles soient à technologie flottante, ancrées en même temps, permet de les mettre beaucoup plus loin. Et derrière on va dire ce pilote qui fonctionne, qui produit de l'électricité, ça produit pour 45 000 personnes déjà, rien que 3 éoliennes. D'accord. Et donc, alors superbe, on est hyper ravis parce qu'en fait, il y a encore quelques mois, notre filiale, EDF Power Solutions, a remporté la O6. Donc une des premières étapes en termes d'appel à projet, donc pour notre secteur, pour notre périmètre,
avec un projet effectivement en cible qui pourrait permettre d'alimenter une vingtaine d'éoliennes, voilà, qui pourrait permettre d'alimenter le courant pour 450 000 habitants en tant que tel. Donc ça, c'est un gros projet à venir qui va se faire dans le temps, d'ici quelques années, mais avec un potentiel également de ressources dans le temps qui sera importante en termes de recrutement par la suite. Donc c'est un projet de test Provence Grand Large en fait pour l'instant. C'était une manière de tester Voilà. ce fonctionnement. Qui est devenu réalité. Oui. Et en fait, est-ce qu'on peut dire, tous ces projets-là, ça se fait pas forcément simplement, ça se fait avec les parties prenantes. Rien que pour pouvoir mettre en place PGL, ça a été peut-être 10 années de travail. Énormément, on a des équipes superbes qui ont dialogué avec tous les acteurs, les pêcheurs, l'ensemble des associations, et puis bien sûr l'ensemble des acteurs du territoire qui sont importants. Et donc, il faut du temps. Mais ça marche quand on a la volonté, quand on a l'enthousiasme de pouvoir faire aboutir des projets importants pour l'avenir. Et oui, pardon. Non, je disais, en fait, les publics missions locales ont eu la chance d'aller visiter Provence Grand Large là le 15 octobre. Oui, effectivement. Alors, on fait de plus en plus des visites, mais on le fait en partie avec nos partenaires clés. Et les missions locales en font partie. On a eu aussi des réunions grâce en fait à EDF World Solutions qui ont embarqué l'ensemble des acteurs de l'emploi de la région il n'y a pas très longtemps encore, pour les informer de ces projets, puis pour les associer à notre projet pour prévoir le futur en tant que tel. Alors peut-être un autre exemple d'innovation d'EDF Power Solutions, c'est, je ne sais pas si le grand public en a entendu parler, c'est dans les Hautes-Alpes, c'est sur la retenue de Lazer en fait, du lac de Lazer. Et donc sur cet ouvrage, on a su concilier à la fois l'hydraulique, donc c'est un ouvrage hydraulique qui est à côté, mais également on a mis finalement des plaques de photovoltaïque hébergées sur cette étendue d'eau. D'accord. Donc ça a vraiment du sens en tant que tel en fait, parce que dans des périodes effectivement où peut-être on turbinera moins l'eau en plein été, ça permet de continuer à produire de l'électricité. Donc c'est un beau mix entre deux technologies et ça c'était une première en France dans notre belle région qui fera d'autres petits, j'en suis convaincu, pour l'avenir. Donc beaucoup d'innovations, de beaux métiers présents en région qui vont monter en puissance dans le temps. On l'a vu sur ce qui concerne l'éolien en mer et de belles opportunités peut-être futures pour de nombreuses personnes. On le verra plus tard. Très bien. Et donc là, on parle de transition énergétique, on parle de transition écologique, un peu moins de transition sociale. Pourtant, ça me semble indissociable. Est-ce que EDF a agi aussi sur l'inclusion, la diversité des profils ou la reconversion en fait des salariés de la filière ? Oui, alors je vais peut-être rappeler un chiffre qui me semble important, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, c'est que sur les 3 ans à venir, 2025, 2026 et 2027, on va recruter plus de 2700 personnes, tout domaine confondu, toutes filières confondues. Donc aussi bien nucléaire, réseau, nouveau système énergétique et bien sûr au niveau de la partie renouvelable. Alors c'est, pour relativiser, c'est 1440 quand même CDI, donc c'est pas uniquement relativisé, c'est du réel. C'est à peu près 800 nouveaux alternants, on a vu qu'on en avait à peu près 560 aujourd'hui global. Et également à peu près, alors là je parle que des stagiaires de 6 mois qu'on peut recruter directement derrière, mais c'est à peu près 450 stagiaires, sans oublier tous les nombreux stagiaires qu'on a en fait qui peuvent devenir par la suite des vrais recrutements chez nous. Et donc dans ce cadre-là, il a fallu définir une feuille de route compétences avec 3 domaines. Je ne vais pas tous les dérouler, je vais plutôt parler de l'attractivité. Donc c'est bien beau d'avoir des métiers, encore faut-il les faire connaître. Donc ça, on appelle ça l'attractivité. Donc on a un plan d'action très précis. On travaille sur des formations, sur des colorations dans tous les domaines, y compris sur le domaine renouvelable. Et puis bien sûr le sourcing. Alors concernant juste l'attractivité, en fait, je citerai quelques opérations où EDF est très fortement présent sur ces sujets. Il y a encore une semaine, nous avons eu la chance d'avoir à Marseille la finale nationale des WorldSkills, compétition vraiment de gestes de métier. Plus de 25 000 scolaires étaient présents, collège lycée, il y avait également le monde de l'emploi. Et donc c'était l'occasion pour de nombreuses personnes de découvrir tout un tas de métiers, alors en passant par la coiffure, la couture, bien sûr les métiers de l'industrie. Et donc EDF était présent avec 5 stands, enfin 3 au niveau d'EDF. Il y avait un stand également au niveau de l'Université des métiers nucléaires et un stand sur Fort Industrie, pour promouvoir Fort Industrie. Ça, c'est l'autre sujet. Donc, un autre sujet, j'y arrive donc maintenant. Depuis quelques années, EDF est un des grands partenaires promoteurs de la démarche Fort Industrie. En quelque sorte, c'est du gaming. C'est du gaming pour les jeunes, pour les moins jeunes potentiellement. C'est un peu le Fortnite pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo, pour la connaissance des milliers de l'industrie. Et donc, on va embarquer avec nous. Alors, c'est une démarche collective. C'est des enseignants qui vont inscrire une classe de collège ou de lycée. Ça sera vrai aussi dans les agences de France Travail. Oui. Et très certainement, déjà, plusieurs agences de missions locales ont déjà joué l'an dernier et devraient peut-être plus s'intégrer. Et donc, on embarque tous les acteurs. Et l'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'en faisant du gaming,
on va découvrir plein d'entreprises. On va démystifier parfois même certains stéréotypes concernant ce que pensent les parents de l'industrie en tant que tel. Donc les jeunes vont jouer, ils vont faire gagner des points pour la classe. Et c'est tellement attractif, ils vont lire des vidéos, ils vont essayer de les comprendre, il va y avoir des indices cachés. Et certains étant très motivés, on veut même continuer à jouer le soir avec la famille. Donc si on arrive en plus à embarquer la famille, je dirais que c'est que du bonheur. Et donc l'idée, c'est bien sûr de la découverte des métiers. Et puis pour ceux il y a des vrais échanges durant un grand challenge qui dure 3 semaines. Il y a des vrais échanges avec des binômes d'industriels, également hommes-femmes. Ça permet également de parler de mixité. Donc c'est à peu près 240 partenaires en France, dont une grosse partie effectivement sont présents sur notre belle région. Et puis derrière, on peut même gagner des vraies visites industrielles dans nos sites industriels. Donc bien sûr au niveau d'EDF, mais pas que. C'est tout un tas d'industriels, Airbus, ST, etc., qui contribuent à cette belle dynamique. Donc voilà, ça je souhaitais en parler, parce qu'en fait le grand défi aura lieu, de mémoire, du 17 novembre au 5 décembre. Et tous ceux qui ont envie de rentrer dans ce dispositif, bien sûr, on pourra les aider à y rentrer, à les informer sur ce sujet avec l'équipe projet. Et peut-être un mot sur le sourcing, parce qu'on a vu qu'on a de gros enjeux en termes de recrutement, 2700. Tout ça ne peut pas se faire uniquement sur les jeunes qui sortent des écoles ou les moins jeunes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a vu qu'il y a des besoins énormes. Si je prends, je vais pas le faire maintenant, mais des enjeux Fosbert, avec à peu près une 50aine de projets à venir, etc., on sait qu'on va avoir tous besoin des mêmes profils en maintenance industrielle. Et donc, c'est important aussi de savoir aller chercher des personnes éloignées de l'emploi. Et il y a des métiers chez nous qui le font très bien. Je pense à Dalca, également Enedis le fait, où on sait à travers des POI, préparation opérationnelle à l'emploi, aller chercher des profils très éloignés de l'emploi qui n'ont parfois pas de diplôme. On les amène pendant 3 mois à un certain niveau et derrière on peut les prendre, ce que fait par exemple Dalca, pendant 1 an sur une formation en alternance pour devenir technicien en chauffage, ventilation, climatisation. Et après, ils sont recrutés en dur. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien, qui a un beau taux de transformation. Et autre exemple peut-être montrant aussi l'implication du groupe EDF sur des actions inclusives. D'ailleurs, la mission locale est très présente. Je pense à Marseille sur celle-ci. J'ai la chance de copiloter un collectif qui s'appelle le collectif de Marseille, des entreprises pour une économie plus inclusive. Nos derniers événements, on l'a fait au Palais de la Bourse, donc on s'est associé au Club 13 des entreprises s'engagent, et donc plus de 50 entreprises ont participé à un gros forum inclusif. On prend des personnes éloignées de l'emploi, des jeunes issus d'équipes PV, des bénéficiaires du RSA, on va envoyer nos offres à l'ensemble des conseillers, France Travail, Mission Locale. Il y a 18 partenaires qui nous font la préparation des jeunes et des moins jeunes en termes de sourcing. Et donc, durant cette journée, on a des entreprises, on a des partenaires qui accueillent les jeunes, qui font l'accompagnement, ou les moins jeunes. Et derrière, il y a toute une partie, une fois que les personnes sont prêtes, pour aller sur la partie job dating. Et puis là, c'est l'opportunité vraiment d'être recruté, parce qu'effectivement, dans beaucoup de cas, quand les jeunes postulent sur nos sites de recrutement, ils sont pas toujours dans la shortlist. Donc là, on leur donne l'occasion directement de pouvoir se vendre en étant un peu préparés devant les employeurs, et avec chaque année 40 à 50 recrutements qui ont lieu, alors soit en alternance, soit en CDI. Mais c'est encore une belle opportunité. Je suis assez fier de piloter ce mouvement, ce processus, que c'est une joie quand on permet à des personnes éloignées de l'emploi de trouver un job, le job de leur rêve, et tout au moins la possibilité de trouver parfois un stage, une immersion. Ça commence par là, mais parfois ça va beaucoup plus loin, et bien souvent d'ailleurs. Oui, donc les recrutements à EDF s'adressent à tous, c'est quand même ça qu'on peut retenir. Il y a plein de biais différents et plein de manières de procéder différentes. Du coup, n'hésitez pas à vous rendre sur le site EDF Recrute. Ça vous permettra d'avoir toutes les informations en matière de recrutement, mais sur les réseaux sociaux aussi, parce que j'imagine que vous allez pouvoir mettre en avant au fur et à mesure ce type d'opération, parce que j'imagine qu'il y a des dates de début et des dates de fin dessus. Tout à fait, oui. Très bien. Et puis, vous parliez de POEI, POEC. C'est des choses que vous pouvez voir avec vos conseillers France Travail et vos conseillers mission locale, pouvoir discuter avec eux de ce mode de recrutement qui permet d'être formé et d'être mis à niveau sur des métiers que vous connaissez pas forcément et qui derrière vous permettent d'avoir d'entrée de jeu un contrat de travail. C'est un des modes de financement de formation les plus usités de la part de France Travail, et pour une bonne raison, c'est que derrière on est sûr et assuré d'avoir un emploi. CDD, CDI, ça va dépendre de ce que vous arrivez à négocier avec l'entreprise. Je vous laisse faire pour les négociations, mais voilà, c'est important de pouvoir se référer à son conseiller. N'hésitez pas, et pour ceux qui sont pas encore inscrits en mission locale, vous savez où nous trouver. Je vous propose qu'on discute des types de partenariats que vous avez pu développer pour mener à bien vos projets avec les collectivités, les écoles, les entreprises locales.
Alors effectivement, c'est d'ailleurs dans mon périmètre d'action pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc en appui des métiers toujours, par rapport à leur ambition de recrutement, d'alternance, de stage, etc. On a développé de nombreux partenariats, alors, soit des partenariats formels signés, soit parfois des actions qui sont aussi fortes, même si on n'a pas toujours eu le temps de signer le partenariat. Donc pour citer quelques exemples, bien sûr, on a un gros partenariat avec les académies d'Aix, Marseille et de Nice, que ce soit pour les lycées pro qui nous intéressent directement, mais également pour l'attractivité, pour pouvoir faire tout un tas d'actions avec les collèges. J'ai cité Fort Industrie, mais on fait bien d'autres actions sur ces sujets-là. Autre exemple, par exemple, les écoles d'ingénieurs de la région centrale Méditerranée, c'est devenu Méditerranée, les arts et métiers, Polytech Marseille, l'école d'ingénieurs de Citec à Toulon, l'ISEN, Polytech Nice, l'école catholique des arts et métiers à Grasse, il y a une antenne, faut le savoir, mais également toutes les universités, l'université d'Aix-Marseille, qui est la plus grande université francophone, les autres universités de la région, on a des filières très intéressantes, comme par exemple la filière instrumentation pour le nucléaire ou les IUT, les DUT qui sont devenus BUT maintenant. Et donc voilà, ça c'est pour le domaine de l'éducation. Pour le domaine de l'emploi, on a un gros partenariat avec par exemple France Travail qu'on a renouvelé il n'y a pas très très longtemps en tant que tel. Et également, beaucoup de partenariats avec l'APEC, avec d'autres acteurs. Alors si ce n'est pas des partenaires formels, les missions locales, on fait plein d'actions avec les missions locales. Ça peut être des acteurs comme Synergie Family, ça peut être d'autres acteurs comme le PLI. Voilà, donc beaucoup d'actions avec eux. Bien sûr, parfois en termes de solidarité, en termes d'engagement. Je sais que c'est un peu plus tard qu'on l'évoque. Mais voilà, donc on pourra y revenir dans tous les cas. Très bien. Bon, c'est important de savoir un peu comment une entreprise agit dans son écosystème, sur son territoire et comment on fait pour développer. C'est de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences aussi que de s'investir sur ces dimensions-là. Travailler sur l'hydraulique ou l'éolien offshore sont souvent des projets d'envergure. Vous en parliez tout à l'heure avec Provence Grand Large. Quelles sont les synergies qui sont nécessaires pour les mener à bien avec la région, l'Europe, l'innovation, je ne sais pas. Oui, juste sur PGL, j'en ai touché quelques mots. C'est un projet qui a duré 10 ans. On ira plus vite, je vous rassure, c'est pour l'étape suivante qui a été remportée sur la O6, mais néanmoins ça prendra du temps. Beaucoup de concertation avec tous les acteurs, je le disais tout à l'heure, ça peut être les pêcheurs, des associations, mais également tous les acteurs importants, y compris les prestataires, les partenaires de ces projets. Ça c'est une chose. Si l'État, bien sûr, parce que si on a là aussi, c'est bien sûr qu'il y a eu des appels à projets qui ont été lancés. On espère qu'on gagnera d'ailleurs les suivants, mais ça reste la compétition, mais on reste très motivé pour aller plus loin par la suite. Et si je cite par exemple l'hydraulique pour dire que parfois les choses sont pas simples, on a enfin une ouverture. Ça fait des années où il y avait en quelque sorte quelques difficultés avec la Commission européenne. En fait, on n'a pas la possibilité de continuer à investir dans l'hydraulique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, et donc depuis peu, les choses se sont clarifiées. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, le PDG Bernard Fontano-Deneuve, qui était présent en région, dans un article de la Provence, a révoqué qu'effectivement, que dans l'avenir, on pourra maintenant prévoir d'investir pour les années à venir à peu près 4,5 milliards d'euros pour continuer à investir dans l'ensemble des ouvrages hydrauliques. Alors, on continue à le faire dans d'autres pays, mais c'est un peu plus limité dans notre domaine. Et donc maintenant, il y a de nouveaux projets qui vont être relancés, par exemple des projets de STEP, très certainement, à différents endroits. Ça existe dans certaines régions, mais on est un peu limité. Et donc des STEP permettant effectivement, par ailleurs, de stocker de l'énergie en pompant l'eau en fait à un niveau plus bas en termes de retenue, et à tout moment après, ça permet de libérer effectivement cette eau et de la faire turbiner au bon moment. Donc ça, c'est un exemple d'innovation, il y en aura d'autres. D'accord. En tant que tel, et donc effectivement, on est obligé de travailler avec tous les acteurs, avec le gouvernement parfois. On attend parfois certaines évolutions, certaines décisions, mais ça fait partie du job et ça fait partie de la mission d'EDF de se concilier avec l'ensemble des acteurs importants, parties prenantes. Et oui, c'est important. Je vous propose qu'on parle métier maintenant. Est-ce que tu peux me dire quels profils sont recherchés aujourd'hui chez EDF dans les filières qu'on avait évoquées, hydraulique, solaire, éolien en mer, mais de façon plus générale aussi? Oui, alors si je reste plutôt déjà sur la partie hydraulique, on a vu que pour le projet Grand Large, et là aussi ça arrivera plus tard, donc ça je vais plutôt faire un focus sur la réalité des métiers de l'hydraulique en tant que tel. Je vais peut-être citer d'ailleurs quelques chiffres. Si je prends le métier hydroméditerranée, il y a d'autres entités de l'hydraulique en région, mais je vais faire simple. En 2024, ils ont embauché à peu près 15 personnes en CDI. C'est la même volumétrie en gros qui est prévue pour 2025. Ils ont embauché aussi l'an dernier 13 nouveaux contrats d'apprentissage, parce qu'effectivement, on sait que c'est des contrats qui peuvent être sur 2 ans, voire plus, 3 ans
selon la nature des écoles. Et puis, dans 2024, c'est aussi 31 stagiaires à peu près. Ça sera à peu près la même volumétrie pour cette année. À la fois des stagiaires de 6 mois, mais ça peut être des stagiaires, bien sûr, sur des formules plus courtes, selon les écoles, selon les diplômes qui sont visés. Et donc, peut-être dire que rien que sur 2024, on a embauché une personne en situation de handicap, on a réussi à embaucher au moins une femme sur des métiers très techniques. C'est la même logique, en fait, en 2025. Et peut-être pour citer quelques métiers en tension, et je citerai peut-être un peu plus tard une ou deux offres qui sont en cours, visibles sur EDF Recrute. Les métiers en tension, c'est agent de maintenance mécanique ou technicien de maintenance mécanique. Donc ça, c'est plutôt sur la partie maintenance. Mais il y a toute la partie exploitation avec des agents d'exploitation, des techniciens d'exploitation, et puis bien sûr des ingénieurs pour certains projets autres en tant que tels. Donc ça, c'est les métiers en tension. Et effectivement, si je raisonne en termes de collège, peut-être, exécution, les formations peut-être qui nous permettent sur lesquelles on va recruter. Donc ça peut être du niveau CAP. D'accord. Ça peut être des bacs pro, par maintenance des systèmes de production connectés. Ça peut être des titres pro, donc ça permet également d'aller chercher parfois des personnes un peu plus éloignées de l'emploi. Ça peut être le bac pro MELEC ou ELEC en tant que tel, ou dans le collège maîtrise, des BTS, BTS Électrotech, qui est un de nos BTS phares, mais on en a d'autres également, BTS RSA, ou des BUT. Sur la partie mécanique, les BUT sont plutôt intéressants, parce qu'en BTS, c'est pas toujours évident de trouver l'offre en tant que telle. Et donc voilà, et puis sur les écoles d'ingénieurs, je les ai citées tout à l'heure, donc ça soit l'ENSAM, mais ça peut être l'INSA, on peut aussi aller chercher des ingénieurs qui viennent d'autres régions. Et sur par exemple le CIH, qui est plutôt la partie d'ingénierie hydraulique, eux c'est plutôt des ingénieurs, donc cette année ils vont recruter à peu près 5 personnes, 4 ingénieurs à maîtrise de mémoire, dans des écoles d'ingénieurs de la région, voire l'INSA. Je crois qu'il y a un dossier qui est en cours dans ce cadre-là. Voilà pour ce qui concerne quelques exemples de métiers en tension et quelques chiffres concernant notre beau métier de l'hydraulique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'accord. Donc à la fois des profils sortant d'école et à la fois pour les profils alternance, les diplômes que vous venez de citer. Alors à la fois pour effectivement, à la fois pour l'alternance en tant que telle, ce qui est un vivier important dans nos recrutements, mais ce que je veux dire, c'est aussi de la reconversion. Chaque année, par exemple hydraulique, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres métiers comme chez nous du nucléaire, on a la chance de travailler avec Défense Mobilité. D'accord. Ça peut être avec l'ensemble des marins, par exemple, qui cherchent à se reconvertir autour de Toulon. Et pour nous, on est très friands de ces profils parce que bien souvent, quand on recrute quelqu'un, le diplôme, il n'y a pas de souci, mais le savoir-être, c'est parfois difficile de le mesurer dans les entretiens. On sait très bien que quand on prend des profils qui viennent de l'armée, chaque année, on en prend un certain nombre, et c'est vrai aussi pour l'hydraulique, on a de grandes chances que ça se passe bien, et généralement, ça se passe toujours bien. Donc, il y a encore eu quelques exemples, y compris au niveau de l'hydraulique, je crois, dans le collège exécution, sur une compétence, je crois, mécanique, ils ont recruté quelqu'un, une femme, qui provenait également d'un forum Défense Mobilité. D'accord. Donc encore une très bonne source de très bons candidats. Et c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu peux nous partager un ou deux exemples de parcours inspirants dans ces domaines-là ? Oui, alors j'en ai un qui me vient en tête parce que je citais son prénom, son nom, c'est Sophie Mourier, qui avait démarré, je crois qu'elle a dû être recrutée à l'époque avec un bac+2, qui a dû faire tous les métiers possibles au niveau de l'hydraulique, en passant par le magasin, en passant par la mécanique, la partie électricité. Donc maintenant, elle est vraiment manager d'un groupe de personnes dans le sujet. Et puis, c'est une personne qui est engagée, qui a réussi à passer cadre. Elle était embauchée en maîtrise à l'époque. Et puis des gens engagés, bien souvent, ils sont aussi engagés à l'extérieur. Ils sont engagés pour... donc, c'est par exemple une personne, je n'avais pas cité tout à l'heure, on a des super dispositifs autour de la féminisation des métiers techniques, qui est un enjeu important pour nous. Chaque année, par exemple, on fait un challenge avec le campus Industrie du Futur. On copilote un challenge qui s'appelle le challenge Énergie Mix, qui permet de prendre en immersion avec des marraines du groupe EDF, des collégiennes et des lycéennes, dans des métiers. Ils viennent en immersion, tous les métiers techniques, Enedis, Dalkia, le nucléaire, le CNPE Tricastin, la DIBDO, l'ingénierie nucléaire, mais également certains de nos partenaires de la filière, le CEA y participe, Honnête Technologies, la SNEF, etc. Et donc, derrière tout ça, ils vivent une aventure et comprennent ce que c'est la notion de mixité homme-femme, mais également le mix énergétique, comment tout ça fonctionne. Et donc, elles viennent restituer dans une grande finale tous. Elles se retrouvent, cette année, on l'a fait au mois de mai à Tricastin.
Elles vont restituer devant un jury ce qu'elles ont compris des stéréotypes, et puis elles vont nous présenter un projet sous la forme qu'elles veulent, sa forme de théâtre, un vidéo, un jeu. Et donc, on remet des prix à cette occasion. Et j'en reviens à Sophie Mourier. Ça fait des années qu'elle est ambassadrice, qu'elle est marraine de jeunes. Elle le fait dans d'autres événements, y compris pour faire la promotion des métiers de l'hydraulique. D'accord. Et donc, ça s'est même traduit, je crois, je ne sais plus s'il y a 1 an ou 2 ans, par un recrutement suite à cet événement. Alors, bien souvent, c'est aussi de l'attractivité, parce que quand on fait venir des collégiennes, ça ne se passe pas tout de suite. Mais parfois, dans le temps, on en repère certaines qui ont eu un petit déclic, qui ont décidé de changer d'orientation et de venir dans les métiers de la transition énergétique et en particulier chez EDF. Donc voilà, une super compétence, il y en a plein d'autres, y compris des gens en termes de reconversion, mais je voulais la mettre à l'honneur, effectivement, dans le cadre de cette question. Elle a un très beau parcours, du coup, je comprends. C'est important et intéressant ce que tu dis, parce que l'éducation nationale, de toute façon, le dit, il y a besoin de découvrir les métiers et d'aller à la rencontre des métiers le plus tôt possible pour pouvoir avoir une projection un petit peu plus concrète que ce qu'on peut vivre dans nos études. Et vous faites partie des acteurs qui le permettent, c'est important. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait encore freiner ou accélérer la transition énergétique dans les prochaines années? Quels sont les défis à venir? Alors, j'ai un peu évoqué tout à l'heure, parce qu'on est beaucoup lié à des décisions gouvernementales, voire de la Commission européenne. On a vu que récemment, après des années d'attente, on avait enfin la possibilité, normalement, ça a été reconfirmé par notre président, de pouvoir investir de nouveau dans les ouvrages hydrauliques. Ça, c'est un point, mais il y a encore quelques temps, c'était impossible avec un veto de la Commission européenne, pour des raisons concurrentielles autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc oui, il peut y avoir des freins, mais en fait, toutes nos équipes sont tellement motivées que l'idée, c'est d'arriver à lever les freins avec l'ensemble des parties prenantes, qui sont parfois très importantes. Mais on a déjà de très belles réussites et je suis convaincu qu'on en aura de nombreuses dans les années à venir. Bon, c'est porteur de bonnes nouvelles, a priori. Pour les jeunes qui nous écoutent, parce que quand même c'est notre public, les 16-25 ans, qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui les inciterait à s'orienter vers les métiers de la transition énergétique? Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Alors oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut utiliser toutes les opportunités pour rencontrer des entreprises. Ça, c'est important. Venir sur des forums. Ça peut être des forums organisés par des acteurs de l'emploi. Ça peut être, on a évoqué il n'y a pas longtemps un événement à venir qui va être piloté par les missions locales au sens large. Ça peut être via les écoles, donc venir dans les forums, rencontrer, discuter. Nous, je sais qu'on intervient énormément dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles, dans le monde de l'emploi, soit en donnant des conférences, soit en allant parler de nos métiers. Ça, c'est des autres opportunités de rencontrer. C'est aussi des super dispositifs comme Fort Industrie qui permettent d'avoir des échanges aussi avec des industriels et de découvrir des métiers. En fait, les opportunités sont énormes. Donc, ce que je veux dire, il ne faut pas non plus uniquement se baser, même c'est très important, sur des offres de recrutement sur le domaine énergie renouvelable, parce qu'il y en a, mais ce n'est pas forcément le plus gros volume, même ça pourrait évoluer dans le temps. Il faut être curieux, regarder également les autres métiers de la transition énergétique, comme par exemple des métiers chez Dalkia, qui recrutent énormément sur tout ce qui est éco-efficacité énergétique pour aider les clients à moins consommer, à optimiser leurs ressources. C'est vrai aussi dans le réseau. Enfin voilà, les possibilités de recrutement sont énormes dans beaucoup de domaines, et le nucléaire. Donc il faut s'ouvrir, et bien sûr, tout en regardant si c'est leur passion, les métiers concernant le domaine purement renouvelable. Mais vraiment, il faut regarder cette logique de mix énergétique, regarder l'ensemble des métiers possibles. Je rappelle, 230 métiers chez EDF. Et je pense que quand on rentre chez EDF, c'est l'occasion également d'avoir un parcours diversifié, d'être très bien accueilli sur des sites où il fait bon vivre, et avec des belles perspectives en termes de possibilités de carrière. Sur YouTube, j'ai vu qu'EDF était présent, il y a plein de vidéos qui parlent aussi des métiers qui sont présents chez EDF. Donc si vous avez besoin d'un petit peu plus de détails, c'est une bonne manière d'aller chercher des informations. On parle de ce qui nous incite à nous orienter vers les métiers de la transition énergétique. Est-ce qu'il y a des opportunités de recrutement dont tu souhaitais nous parler chez EDF ou via vos partenaires? Sur quel type de poste, niveau de formation? Pour EDF, j'ai évoqué les 2700 postes dans les 3 ans à venir, c'est important. Vu qu'on était sur le métier hydraulique, on a vu qu'il y avait une quinzaine de recrutements en CDI chaque année, d'une manière macro. Donc il y a 2 offres qui vont être publiées là, d'ici peu. C'est plutôt des offres qui concernent un agent de maintenance mécanique hydraulique, donc on a besoin de toutes ces compétences. Et là, c'est sur Nice, sur le groupe à Nice.
Un autre exemple, un agent d'exploitation hydraulique avec astreinte, donc groupement d'exploitation de cisterons. En fait, ce qu'il faut avoir en tête sur le métier du renouvelable, pour ceux qui aiment la nature, c'est des vrais métiers où on est en nature, on est près des ouvrages. Oui. Ça fait rêver. Alors, il y a bien sûr des jobs possibles au Surex, on a l'ensemble du siège d'hydraulique, ou le CIH, mais c'est aussi des métiers où on recherche des compétences dans les ouvrages, près des ouvrages. Donc de belles opportunités, pas toujours très simples à trouver, mais si on trouve des gens motivés qui sont capables d'être un peu mobiles, sur certains points, c'est une belle opportunité, également des opportunités en termes d'évolution. Donc c'est 2 exemples d'offres qui vont venir, et parmi une 50aine d'offres actuellement publiées qui concernent le groupe EDF en région. D'accord. Sur tous les métiers de la transition énergétique. On reste attentif à ce qui se passe du côté d'EDF Recrute. Et puis, vous avez des pages sites pour chacun des partenaires dont vous avez parlé, des filiales, etc. Oui, du groupe EDF. Chacun a sa page recrutement, me semble-t-il. Alors, on a un site EDF Recrute qui recouvre les principaux besoins de l'ensemble des entités filiales, mais néanmoins, si on veut avoir une vue exhaustive de l'ensemble des offres, il faut aussi aller voir au-delà d'EDF les sites de nos filiales, Dalkia, bien sûr Enedis, RTE, ou autres filiales présentes en région. Super. Bon, ça nous fait plein d'infos super intéressantes sur la façon de se projeter dans les métiers de la transition énergétique. Est-ce qu'il y a des informations que tu souhaitais rajouter, des sujets qu'on n'a pas abordés ? Non, je pense qu'avoir évoqué, j'ai évoqué très rapidement qu'on était très engagés, ça fait partie de l'ADN, du groupe EDF. Il y avait quelques statistiques qui avaient été données il y a quelques années où on évoque que 43% des salariés du groupe EDF sont engagés au moins dans une association. Quand on prend la moyenne des entreprises françaises, c'est à peu près 25%. D'accord. Et donc j'ai la chance, j'ai une ou 2 missions nationales, de piloter une plateforme qui s'appelle la plateforme d'engagement solidaire Human Pact, qui est maintenant déployée partout en France en tant que telle, où on propose à nos salariés des missions d'engagement. Donc parfois, même si on ne recrute pas les gens, on peut les aider à trouver un job, par exemple à travers le mentorat. On peut être engagé dans des associations autour de la biodiversité, donc on peut faire du mentorat. On peut également prochainement aller faire la collecte de la banque alimentaire qu'on propose. On peut aller faire une collecte pour très prochainement qu'on est en train de lancer sur la cravate solidaire, ou alors aller aider également à faire un peu du marketing de soi à travers les populations qui passent au niveau de cette belle association. Donc on est présent également sur de nombreuses associations, soit dans une logique de recrutement quand on peut, mais surtout pour aider les personnes et ouvrir notre réseau. Et puis quel plaisir de se lever un matin en disant super, ça fait quelques mois que je travaille avec ce jeune, il a abouti, j'y ai contribué, pas tout seul, avec bien souvent les conseillers des structures type mission locale, mais c'est un grand plaisir et ça on est fiers d'être dans cette dynamique-là. Une culture d'entreprise qui prend plein de choses dans sa globalité et qui intervient aussi beaucoup sur nos réseaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Paul pour cet échange très riche. Merci Célia. C'était un plaisir. Alors je profite, parce que tu en parlais tout à l'heure, de parler d'un événement qui va arriver très bientôt, un salon professionnel qui est organisé par l'Association régionale des missions locales et les 8 missions locales qui sont lauréates du Fonds de transition juste dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit du ML Green Impact qui se passera le 26 novembre de 13h30 à 16h30 à Miramas, salle Tristani. C'est un salon professionnel de la transition juste, ça s'adresse donc en priorité aux professionnels. L'idée, c'est de venir s'acculturer à la transition écologique si c'est pas déjà fait, venir essayer de nouer des nouveaux partenariats, rencontrer un certain nombre de structures, dont EDF, qui sera présent avec nous à cette occasion-là. Je tenais quand même à en parler, parce que c'est un peu notre événement de clôture de ce beau projet Fonds de transition juste. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Jean-Paul. On comprend mieux là les enjeux humains, les enjeux technologiques qu'il y a derrière ces grands projets menés par EDF, les opportunités concrètes que ça représente, qu'elles soient maintenant ou dans les années à venir. La transition écologique, c'est du développement durable, c'est sur la durée, mais pour autant, ça va ouvrir plein de possibilités. Et nous, en mission locale, on travaille sur les projets professionnels. Ça veut dire que on doit voir un petit peu plus loin que l'année prochaine, l'année d'après. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a plein de possibilités, entre autres chez EDF. Merci à vous tous, à vous toutes de nous avoir suivis. On vous met dans le chat les liens utiles pour en savoir plus sur les métiers d'avenir dans le secteur des énergies renouvelables chez EDF, mais pas seulement, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup plus de possibilités de recrutement que celle-ci. On se retrouve très très bientôt pour le dernier numéro de Green Jean, le talk vert pour les pros. À très vite.